les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Julia Kristeva est linguiste, psychanalyste et écrivain, auteure d'une quarantaine de livres, tous traduits dans plusieurs langues. Elle fut la première à recevoir en 2004 le prestigieux prix Holberg pour l'ensemble de son œuvre. C'est donc une femme très brillante, connue et reconnue sur le plan international, des États-Unis à la Chine, et qui est sans cesse invitée à parler à l'étranger. Mais il y a dans son livre « Pulsion du temps », paru chez Fayard en 2013, un texte intitulé « Diversité est ma devise », dans lequel on peut lire ceci, je cite. « J'aime retrouver la France. Je l'ai écrit dans Possession et je le répète. J'aime retrouver la France, plus d'opacité, plus de drame, plus d'énigmes, l'évidence, clarté de la langue et du ciel frais. » On comprend, en écoutant cette belle émission enregistrée par Colette Fellouz en 2010, ce qu'est du ciel frais pour Julia Kristeva. Bonjour à tous, 24 heures dans la vie de Colette Fellouz, à la réalisation Vincent Deck. Partager une journée d'un écrivain, d'un acteur, d'un psychanalyste, ou plutôt partager un moment d'une de ces journées, tel sera le fil de cette série qui rythmera tous les samedis et dimanches de ce mois d'août. Une journée que chacun a choisie dans un lieu qui le définit et qu'il aimerait à son tour vous faire partager. 10 rendez-vous donc, 10 portraits, 10 voyages radiophoniques. Aujourd'hui, c'est avec Julia Kristeva à l'île de Ré que nous inaugurerons cette série. Mais nous irons également à la rencontre de Daniel Siboni, d'Alan Pauls et Damian Tabarowski à Buenos Aires, de Patrick Modiano et Anne Wiazemski à Paris, de Denis Podalides à Avignon, d'Eri De Luca à Rome, d'Olivier Adam à Saint-Malo et de Michael Ferrier dans les passages de Paris. Julia Kristeva, vous le savez sans doute, est à la fois psychanalyste, romancière, philosophe, professeure à Paris 7. Elle est née et a grandi en Bulgarie et elle vit en France depuis 1964. Ce que j'aime, c'est que son nom, qui signifie « de la croix », porte aussi le nom d'un homme et d'une femme, Christ, Eva. Et sa passion pour le travail de la pensée par-delà le cloisonnement des disciplines est unique. On sent, en la lisant comme en l'écoutant, que son attention au langage est en fait une recherche permanente pour prendre soin de cet immense et unique territoire qu'est notre espace psychique. Je veux dire, l'espace que chacun d'entre nous porte en soi de manière inédite. En 2004, elle a reçu le prix international Holberg, qui est l'équivalent du prix Nobel dans les sciences humaines, et sa trilogie sur le génie féminin, à travers 3 femmes, Mélanie Klein, Hannah Arendt et Colette, reste une de ses plus belles créations. Autant que ses livres sur Proust, Proust et le temps sensible, et celui sur Thérèse d'Avila, Thérèse, mon amour. Dans ce livre, Thérèse, mon amour, elle adresse d'ailleurs des mots à Thérèse d'Avila, et j'aimerais aujourd'hui les lui retourner parce que je crois que ces mots la définissent elle aussi, Julia Kristeva. Elle dit, en parlant de Thérèse, « Votre amour mène la danse, le seul, l'unique, l'inépuisable amour, au trot, au galop. Il n'y a d'amour que dans l'âme amoureuse et guerrière pour cette âme, la vôtre, galopant sur les chemins d'Espagne, du monde, de la perfection, du château intérieur, de tout, de rien. » C'est donc à l'île de Ré que j'ai rencontré Julia Kristeva dans la maison qu'elle partage avec Philippe Solers et avec leur fils David.
emergere di bellezza sacresti fierezza e monti pietà, che sempre qual scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà. La speme feroce di volga di me, diletto di pace non scendano a me, mi rimpiaga d'oro, mi nieghi di scono di buona merce, tra donna infinita, tra stelle tradita, viva la mia fede. C'est une chance, Julia Kristeva, et je vous remercie de nous accueillir parce que c'est une vraie chance d'être avec vous ici, dans cet endroit un peu magique qu'est l'île de Ré, dans votre maison ouverte, presque transparente. Et c'est un moment, donc une journée peut-être pour vous différente de votre vie, à Paris, ailleurs, en voyage, en mouvement, on peut dire. Donc, partageons ce moment ensemble. C'est un endroit que vous aimez particulièrement ici. C'est un endroit magique. On a l'impression de ne pas être sur Terre. C'est comme un bateau. Et l'eau est probablement mon élément parce que j'ai le sentiment de ne jamais le quitter, cet endroit. Quand on revient périodiquement tous les étés, aussi pendant les vacances de Pâques, j'ai l'impression d'avoir toujours été là. Et quand je suis ailleurs, dans une partie de moi-même, je crois que je porte ce bout de terre. C'est l'endroit le plus étroit de l'île de Ré, qui s'appelle le Martré, et qui, en situation de grande tempête, comme récemment, se trouve coupé parce que les grandes vagues couvrent cette passerelle de terre et donc l'île se coupe en deux, sinon en trois. Mais heureusement, la maison n'a pas été inondée, donc ce n'est pas du tout l'apocalypse. On a l'impression que quelque chose a eu lieu et que tout recommence. Il y a un grand sentiment de vitalité, de dynamisme, de vie. C'est toujours le cas ici, peut-être à cause des marais, où l'eau se retire, elle vient, on a l'impression que c'est du désert et puis que c'est le déluge, et c'est ni l'un ni l'autre, c'est un mouvement cyclique, c'est le Tao. Quand vous dites ce mouvement cyclique, Julia Kristeva, je pense aussi à à toute votre vie. Vous avez utilisé aussi le mot vie, et j'ai l'impression que vous n'avez pas cessé vous aussi de recycler votre propre pensée, de vous adapter à chaque fois à l'histoire, avec quelques mots clés aussi, la vie, le sensible aussi. Et même si parfois les gens pensent que vous êtes théoricienne, ce que vous êtes aussi, mais il y a quelque chose d'extrêmement sensible et sensuel même dans votre regard sur les choses, sur le monde, sur les êtres. Écoutez, j'ai toujours eu l'impression, et peut-être en contemplant l'eau pendant que je vous attendais, j'avais le sentiment de m'y retrouver aussi. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une sorte de métamorphose. Je suis à la fois sur le bord un peu des choses. Peut-être la théorie donne cette impression et je m'y cramponne pour garder certaines solidités. Et en même temps, être au bord, c'est comme si la mort est passée, comme si on a traversé quelque chose qui est une coupure, quelque chose continue dans les vagues. Et quand on est au bord et on est en distance, c'est un sentiment de mort. Parfois, je me demande d'où ça me vient. Et puisque vous m'invitez à parler de ma vie, quand on sort d'un régime communiste, avec toutes les violences que cela suppose, les brimades, les frustrations, les persécutions, et en même temps on survit, c'est comme si on avait traversé la mort justement, la mort menaçante,
que d'autres subissent et à laquelle d'autres succombent. Et vous passez par là, mais vous restez sur le bord. Mais après avoir vécu ces chocs-là. Et aussi le fait d'avoir vécu l'exil, de passer d'un pays à l'autre, de changer de langue, même si j'avais appris le français très jeune, mais ça restait quand même une langue seconde et maintenant c'est la seule langue. C'est une coupure, un déracinement et un réenracinement. Donc là aussi la mort est passée. Et puis, dans l'île, il n'y a pas que des bords, il y a très peu de bords, en fait, il y a surtout des vagues. Et j'ai l'impression d'être dans ce mouvement, pas vraiment de faire des choix, mais de nager dans le courant, contre le courant, de subir des épreuves et de faire mon propre mouvement dedans. Et j'ai travaillé, comme vous le savez, récemment autour de cette expérience extraordinaire qui est celle de Thérèse d'Avila et qui disait que l'eau était son élément. Je ne sais pas si c'est de la même façon que moi, mais j'ai l'impression de brasser des matières volatiles et fluides et de frayer mon chemin sans avoir à ni m'adapter ni me positionner. C'est quelque chose de ce type-là qui me caractérise. Et récemment, j'ai vu la nouvelle exposition sur le Tao chinois au Grand Palais. Je me reconnais très bien dans cette philosophie-là, qui est une sorte de mélange de positionnement et de dynamisme, de féminin et de masculin, de philosophie et du roman, si on peut dire, concept et langue sensible. C'est ça qui me convient, j'essaye de le pratiquer. Il faut dire que j'ai eu de la chance que les institutions françaises, que ce soit l'école des hautes études, la revue Telle Quelle, la revue L'Infini ou l'université actuellement, m'ont laissé la possibilité de le faire, de pouvoir mener ma vie comme j'entendais. Oui, c'est très beau. C'est comme si aussi cette enfance dans un pays communiste vous avez donné finalement une grande force pour tout braver après, que le reste, il fallait le construire par soi-même et ça vous a donné une liberté extraordinaire. Je crois qu'on n'insiste pas suffisamment sur le fait que dans ces systèmes politiques qui sont extrêmement oppressifs, il y a aussi un entraînement à survivre. Et évidemment, c'est marche ou crève. Il y a beaucoup de casse. Et si, par hasard, et là aussi par chance, on arrive à s'en sortir, cela vous forge une sorte de capacité de créer des liens et des créativités par-delà les contraintes. Alors, à quoi c'est dû? Des hasards aussi. Moi, je crois beaucoup à hasard et nécessité, comme on disait à une époque en biologie. Il y a aussi l'histoire familiale, il y a des éléments probablement génétiques, il y a la mémoire transgénérationnelle. Mes parents m'ont transmis cela, chacun à sa façon. Papa avec son côté plus religieux, plus littéraire aussi, malgré la médecine qu'il avait étudiée avant d'y avoir renoncé. Maman qui était beaucoup plus rationnelle, plus biblique, et en même temps très darwinienne. Enfin, tout ça, c'est des mélanges qui vous forment. Elle était scientifique? Aussi. Elle avait fait des études de biologie. Et elle n'a pas exercé parce qu'elle s'est occupée de ses filles, mais elle portait une espèce de rationalité à la fois mathématique et darwinienne qu'elle étalait en contrepoint aux idées très transcendantales et religieuses de mon père, mais elle n'osait pas trop les affirmer. Et c'est moi qui faisais le débat à table. Et donc, j'assumais le rôle plutôt du garçon qui est en conflit avec son père et qui essaye de le contrarier, de le contredire avec les idées de maman. Et c'est elle qui vous a donné aussi le goût de savoir quel était le dessin de la pensée. J'ai raconté cette petite histoire dans la préface de mon catalogue à l'exposition du Louvre qui m'avait été confiée sur les têtes coupées, qui est une longue histoire de la représentation en Occident. C'est quelque chose d'extrêmement passionnant. Et parce que maman était aussi quelqu'un qui dessinait très bien.
Et je vais gagner, grâce à elle, un concours à Sofia qui s'adressait aux enfants. On nous demandait de dire et de dessiner qu'est-ce qui est le plus rapide au monde. Alors, ma sœur a tout de suite dit c'est l'avion. Moi, j'étais un peu plus âgée qu'elle. Je savais qu'il y avait déjà les Spoutniks. Je dis les fusées et les Spoutniks. Et maman a dit mais non, c'est la pensée. Alors, on était toutes les deux, ma sœur et moi, extrêmement surprises, mais on a reconnu qu'elle avait raison. On a voulu quand même la contrarier en disant mais non, mais ça peut pas se dessiner. Elle a dit oui, et elle a dessiné un bonhomme de neige qui représentait l'être humain et qui fondait déjà, sa tête commençait à tomber, mais dans le ciel volait justement le Spoutnik. Donc, même s'il est destiné à mourir, il peut créer des objets qui défient le temps et l'espace. Et donc, moi, j'ai envoyé ça comme réponse et j'ai eu le premier prix. Donc, c'est maman qui l'a eu, mais elle s'était retirée, comme Dieu se retire. Le Zim-Zoom, c'était elle qui l'avait fait à la faveur de sa fille, voilà. Mais c'était un passeport pour une vie de recherche, justement, sur tellement de domaines, mais autour de la pensée, du langage, de ce mystère, en fait. Oui, je n'ai pas pensé beaucoup à cela, parce que je fais partie aussi de celles qui se sont impliquées beaucoup dans le féminisme de 68, mais contrairement à d'autres qui ont pris une position d'affirmation, qu'on dit phallique dans notre jargon, masculine, et égalité avec l'homme, etc., moi j'ai toujours été sensible au fait que la femme peut faire du travail extraordinaire, pas le mien, mais à d'autres, en tout cas intéressant, sans jouer un rôle de premier plan, en étant en retrait, justement. Comme Dieu, peut-être, dont on parlait tout à l'heure, mais parce que ma mère m'a donné toujours cette impression. Et elle n'a jamais fait une carrière professionnelle et s'était complètement dévouée à ses enfants. Moi, je me dévoue pas à ma famille au sens de m'effacer, mais je préfère garder ce retrait. Et je pense qu'il y a de la force là-dedans. Alors, pour ce qui est de la pensée, c'est vrai que moi, j'ai voulu, j'étais assez bonne en maths, grâce d'ailleurs à maman qui m'a beaucoup initiée. J'ai gagné des Olympiades. Il y a dans les pays de l'Est, comme vous savez, des Olympiades où les jeunes talents en mathématiques se distinguaient. Et puis, j'ai voulu faire des études d'astronomie et d'astrophysique. Mais mes parents n'étant pas communistes, je n'ai pas pu aller dans l'école russe, de langue russe, je veux dire dans le lycée de langue russe, et ensuite partir à Dubno, qui est un lieu où se réunissent en Sibérie les scientifiques de Russie et du monde satellite, comme on disait à l'époque. Et donc, j'étais barrée de ce côté-là, mais parce que j'avais fait des études de français, à l'Alliance française, après avoir été chez les Dominicaines, j'avais déjà quelque chose qui me faisait entrer à l'université sans trop d'efforts. Et donc, je me suis inscrite en langue et littérature française et anglaise par la suite, littérature comparée. Et j'ai voulu, si je n'avais pas le macrocosme, me plonger dans le microcosme de quoi? Mais là où le langage pense, sans se couper du sensible. Et c'est la littérature. Papa était un grand fanatique de Dostoïevski. On lisait aussi parce que mes parents, n'étant pas des gens politisés, étaient néanmoins très hostiles à l'occupation allemande. Et c'était du côté des Français que portait leur sympathie politique. Donc on lisait beaucoup Voltaire, Diderot. Après il y a eu Stendhal, il y a eu Colette, etc. Donc je me suis inscrite en littérature française et peu à peu, j'ai accédé aussi à des théories qui sont devenues à la mode en France dans les années 70, mais dont l'origine était le formalisme russe, avec Jacobson du côté du langage, qui a beaucoup influencé le structuralisme de Lévi-Strauss, comme on sait, mais aussi avec toute cette pléiade de poètes et écrivains comme Maïakovsky et Khmelnikov, qui faisaient que
la vie du langage était compris à la fois à travers des théories, mais aussi dans une pratique de la langue. Et quand je suis arrivée en France, j'étais très heureuse de rencontrer des gens autour de Philippe Sollers et dans leur revue Telle Quelle, qui étaient à la fois des inventeurs de formes littéraires, donc dans une expérience au sens, on va dire, de Saint-Bernard, de l'expérience, credo experto. Et je crois à la langue parce que je l'expérimente et je vis dans sa matière. Et à côté de cela, tout un mouvement dit structuraliste au niveau de la linguistique, au niveau de la psychanalyse lacanienne aussi, au niveau de la théorie littéraire avec Barthes, et le post-structuralisme auquel j'ai beaucoup contribué. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites, mais que moi j'ai vécu à la fois donc comme une manière de se replier après avoir été rejeté par le système, et en même temps comme un moyen de déployer une créativité qui me permettrait de chercher dans le microcosme des vérités qui s'expérimentent à travers la pensée et la sensorialité. Donc faire des concepts, mais en même temps rester près de l'expérience littéraire et éventuellement le rejoindre. Et peu à peu, après avoir traversé toutes ces années, Julia Kristeva, vous êtes allée de plus en plus justement vers les textes littéraires, vous êtes éloignée un petit peu tout en gardant cette formation qui ne s'en va jamais en fait, de comment lire un texte, comment utiliser la théorie dans la lecture, mais on voit bien comment de plus en plus vous vous attachez à la littérature même, vous écrivez aussi des romans, même si vous aviez publié Les Samouraïs, c'était votre premier roman, je me souviens. Oui, alors je me suis de plus en plus retirée, là aussi, je n'arrête pas de parler du Zimzoum là aujourd'hui, de la théorie. La mère qui est... Mais encore une fois, ça n'a pas du tout le sens de l'abnégation, ça a un sens quasiment de délicatesse, en fait. J'ai eu le sentiment à un moment donné que ces théories-là, quelques précises et porteuses qu'elles puissent être, et que j'ai développées dans ma période de sémiologue, ne rendaient pas transmissible un aspect important de l'expérience du langage qu'on trouve où? Mais on la trouve en littérature, mais on la trouve aussi dans l'expérience analytique. Et donc dans les années, au début des années 70, je me suis beaucoup intéressée à l'apprentissage du langage par l'enfant. Et j'ai commencé à apprendre à mes étudiants l'évolution du langage depuis le bébé jusqu'à l'autre bord qu'est la psychose, lorsque le langage se défait chez certaines personnes. Et nous avons travaillé avec mes étudiants dans la crèche de Sancier d'une part et à l'hôpital Laborde de l'autre, qui est un hôpital antipsychiatrique très ouvert à la psychanalyse, etc. Et dans cette trajectoire, j'ai eu le sentiment que pour aller plus loin dans mon rapport au langage en tant que forme de pensée, il me fallait faire deux choses. D'abord, passer moi-même par une analyse et étudier le langage à partir de la psychanalyse et pas seulement à travers des concepts. Et en même temps, quasiment de manière synchrone, s'est imposé à moi le besoin d'écrire. J'ai écrit ce texte que vous venez de signaler, qui est le roman Samouraï, qui raconte l'arrivée en France d'une jeune personne qui s'appelle Olga et qui me représente, qui rencontre Hervé, qui est Philippe Sollers. Il y a plus mes rencontres avec Lévi-Strauss, Barthes, Lacan, Althusser, enfin tout ce milieu, plus l'arrivée de notre fils David, plus le voyage aux États-Unis, mais mon travail à l'université américaine, etc. etc. Tout ça pour dire que la psychanalyse et l'écriture de romans vont devenir pour moi des piliers essentiels de l'existence en quelque sorte, ce qui fait que mon discours théorique est devenu plus essai que théorie. Je pense par exemple au livre Histoire d'amour, qui est une tentative de reconstituer le discours amoureux en Occident depuis les Grecs en passant par le Cantique des Cantiques et jusqu'à Stendhal ou Georges Bataille, ou des livres comme Pouvoir de l'horreur, Essai sur l'abjection,
où je travaillais sur Céline. Je savais pas comment le prendre parce que c'est une langue en effet effervescente, un français poussé à ses extrêmes sensoriels. Et en même temps, on connaît l'horreur des pamphlets. Et à ce moment-là, c'est un matin me réveillant, c'est le mot d'abjection qui s'est imposé à moi, qui renvoie à des états archaïques de l'enfant où les relations avec le dehors sont des relations de fascination et de peur en même temps, et qu'on retrouve dans des états pathologiques par la suite. J'ai constitué un concept de cela, mais c'est un concept qui est mon innovation à la théorie psychanalytique, mais en même temps, ma manière de lire Céline, ce qui fait que je pense que ce n'est pas un concept sec et froid, mais c'est une manière d'entrer comme l'eau rentre dans la terre et comme nous sommes ici devant l'eau qui nous envahit jusqu'aux os. Donc c'est cette manière d'infiltration, si vous voulez, que j'essaye de produire avec des notions, entre guillemets, mais qui épousent, qui irriguent la chair du texte. Voilà, donc ce sont quelques exemples de ce remaniement que j'essaye de produire, où le sensible et le signifiant, ce qui fait sens et ce qui fait sensation, sont en bord à bord, qui me préoccupent depuis le début, mais qui prennent des formes différentes selon les objets auxquels je m'attaque. Oui, c'est très différent d'ailleurs de la façon qu'avait Freud d'utiliser les textes littéraires, les romanciers, de servir. Il disait que les romanciers servaient aussi son invention de la théorie psychanalytique, mais vous allez vers les textes d'une autre façon. Ce n'est pas du tout une interprétation psychanalytique des textes, c'est autre chose. Oui. En ça, vous avez inventé une lecture. J'espère aussi, et en même temps, j'espère que ça enrichit la théorie freudienne aussi, parce que elle est très attaquée en ce moment, comme nous savons tous, et j'essaye de montrer que Freud déjà, c'était pas un dogmatique, et que son travail de théoricien est bien sûr quelque chose qui aboutit à nous transmettre une grille de lecture, un système conceptuel, mais en même temps, il nous incite à innover. Mais c'est vrai que Freud utilise les textes littéraires comme une plutôt illustration à ses théories. On cherche le complexe d'Édipe chez X ou Y. Alors moi, j'essaye de tenir compte de cela, mais aussi d'apporter des innovations à la théorie à partir de ce que je découvre dans les textes. D'ailleurs, ma thèse, qui s'intitule La révolution du langage poétique et qui est consacrée à Mallarmé et à Lautréamont, essaye de découvrir dans le langage des éléments ou des logiques que Freud n'a pas repérées parce que le contenant maternel lui est resté peu abordable. Enfin, il a découvert vers la fin de sa vie l'importance de cette relation de l'enfant vis-à-vis de la mère, en deçà de l'Édipe. Il a insisté sur la relation fille-mère comme quelque chose d'extrêmement important chez lui, mais il n'a pas creusé la dimension archaïque du langage avec les rythmes, les allitérations, toute cette musique qui porte, sinon de la signification, un certain sens très primitif, très lié à la libido, à la pulsion et à la sensation. Et j'essaye d'entendre ces dimensions-là chez les poètes en particulier, mais ça ira beaucoup plus loin et jusqu'à Colette ou Proust. Et ma notion de Cora qui renvoie à cette dimension du langage qui est avant le mot, avant la syntaxe et qui fait du sens, sinon de la signification, avec les passions, les pulsions et les sensations, ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas chez Freud, mais que je crois Freud nous permet. Parce que Freud a introduit dans la conception du sens la dimension de la sexualité. Et ces deux choses-là ont toujours été coupées en deux dans la métaphysique occidentale. Il y a le sens d'un côté et la passion de l'autre, ou la sexualité, ça fait deux domaines. Freud nous dit, le sens est sexuel. Dès que vous ouvrez la bouche, vous faites du sens, et la sexualité est signifiante. Il n'y a pas de sexualité qui soit uniquement biologique. Elle est toujours déjà orientée, ensemencée, formatée par le réseau parental, transgénérationnel et culturel dans lequel vous êtes. Et donc, cette espèce de refonte des catégories métaphysiques, Freud l'a annoncé dans Le Monde, et c'est quelque chose d'extrêmement passionnant et à développer.
24 heures dans la vie de Julia Kristeva à l'île de Ré. Alors, ça, c'est la tempête qui a fait écrouler ce muret. Oui, c'est la vague qui était immense apparemment, qui était poussée par le vent et dont la puissance était telle que le muret que vous voyez là ici, sur 20 mètres, il était complètement démoli. Les grosses pierres roulaient donc avec cette vague. Ils s'approchaient de la véranda, mais ils se sont arrêtés à quelques centimètres devant le rideau qui couvre la véranda. Et donc nous avons maintenant cet apocalypse ici, cette ruine. Et vous voyez aussi les arbres qui sont complètement roussis, grillés par le sel et les embruns. Là, on avait une espèce de mur naturel de verdure, d'arbres, de pins, d'acacias et de chênes qui sont aussi à moitié brûlés. Et ici, vous voyez la digue. Les hérons et les cormorans se mettent dessus. Donc c'est devenu une espèce de rocher sauvage pour eux, je suppose, qui leur fait surplomber l'eau. Et ce matin, il y avait une espèce de chapelet de cormorans et de hérons sublime. Magnifique. Vous entendez ici. les oiseaux? Oui. Ça vient du côté des dunes. Vous voyez cette dunes qui ne sont pas, c'est des tas de sel en fait. Et ils sont toutes blanches d'ailleurs, ces pyramides de sel. Et apparemment, donc ça n'a pas été encore noyé par l'eau. Il y a quelques tas qui restent, qui survivent. Ici, vous avez la réserve d'oiseaux. C'est dans ces arbres-là qu'ils se cachent. C'est la réserve d'oiseaux en fait. Et ils viennent chez nous. Et maintenant on les a pas parce que je suppose qu'après l'inondation les choses ont changé. Mais nous avions une famille de cygnes. Cygnes blancs et cygnes noirs. Et l'été dernier, vous aviez les deux familles qui sont racistes, figurez-vous, parce qu'ils s'aiment pas du tout. Et si l'un s'accroche avec l'autre, c'est la bagarre. Il y avait un qui était infidèle. Vous voyez là mon ordinateur, il se mettait ici et il restait toute la nuit. C'est un amoureux qui m'envoie ça. Un signe, voilà. Un signe dans tout, avec toutes les lettres qu'on veut. Avec toutes les lettres qu'on veut, voilà, absolument. Poursuivons, Julia Kristeva, ces quelques heures dans votre journée où nous sommes donc toujours à l'île de Ré, dans ce lieu où la lumière est très, très particulière et qui change. Bon, c'est souvent les îles qui donnent cette lumière, mais il y a ici quelque chose de presque sacré, presque en dehors du monde. Et vous qui bougez beaucoup, qui traversez les pays, votre vie, on l'a dit tout à l'heure, est aussi mouvement, à la fois mouvement dans les idées, mais aussi mouvement dans l'espace. Et justement, comment vous alternez vos moments de calme et de solitude, et aussi des moments de partage, d'écoute des autres, ou de conférences quand vous allez à l'étranger aussi? Je sais pas comment. J'ai l'impression que je n'ai pas de programme, que ça vient, ce que j'appelais tout à l'heure la nage, à la fois être en osmose avec ce qui se présente et me guider à ma façon dedans. D'ailleurs, vous parlez de la lumière de cet endroit. C'est vrai que ce matin, nous avons une lumière grise et irisée, nacrée. Ça donne l'impression d'être dans une sorte d'infini, nulle part, très sacré, comme vous dites, très ouvert, sans limite. Et en même temps, pour moi, c'est très abrité aussi, comme si on était dans une huître nacrée, avec les mêmes couleurs dedans. J'ai souvent l'impression, où que je sois, ici ou sur la 5e avenue à New York ou dans un avion, d'être à la fois dans le grand large et dans un abri. C'est peut-être ma pensée ou ma manière d'être qui fait ce double mouvement, mais je me sens jamais menacée. Je me sens en risque,
et en même temps en possibilité de me replier comme une pierre précieuse dans une huître, sans être précieuse, ou simplement ça peut être un grain de sable, mais une espèce de condensation et d'irisation. C'est mes mouvements vitaux, on va dire. Et c'est naturel finalement de passer d'une discipline à l'autre, enfin d'une fonction à l'autre. Et quand vous dites que vous ne vous sentez jamais menacé, on pense aussi que c'est peut-être aussi le travail, l'écriture, toute cette pensée en action en permanence qui est comme un bouclier, qui protège, une armure, qui est une double peau. Le mot armure, c'est vrai, ça a été utilisé par Madame de Staël pour parler de la femme de lettres qui est une paria, disait-elle, mais elle se promène toujours avec son armure et on se rend pas compte, les autres se rendent pas compte quand les flèches, les blessures l'atteignent. Moi, je me sens pas avec une armure. J'ai l'impression, encore une fois, d'être dans cette espèce de fluidité qui est peut-être parce que je n'arrête pas de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Et c'est ça qui me protège. C'est une manière d'être dedans tout en étant dehors. Donc j'écoute ce qu'on me dit, je vois les demandes et c'est tout de suite métabolisé dans ce que je vais en faire pour mon roman, pour le travail que je fais avec tel analysant, pour un texte que je suis en train de préparer pour le Conseil économique et social, pour le travail que je fais autour de mon fils, pour l'organisation de la maison. C'est repris dans un fonctionnement qui me plaît, que je ne considère pas comme une corvée. Et par conséquent, c'est pas une protection, c'est une infusion, une distillation, je sais pas comment dire, mais c'est être dedans et dehors, en effet, à la fois, avec des limites perméables. Ça me fait penser au château intérieur de Thérèse d'Avila. Ça n'a rien à voir, parce que le mot château, évidemment, fait penser à une barricade. Et quand on le lit attentivement, elle comprend très bien que les 7 demeures qu'elle appelle moradas en effet, et n'emploie pas le mot château très souvent, en tout cas pas comme titre, ont des frontières perméables. On passe de l'un à l'autre. Il y a parfois, surtout au début, des bêtes sauvages qui empêchent, mais quand on est suffisamment attiré par le voyage, et quand son voyage est l'essentiel d'elle-même, elle arrive à traverser tout ça et les différentes étapes sont divisées les unes vis-à-vis des autres par des membranes plutôt que par des murs. Et je suis un peu dans cette logique-là. Les frontières sont poreuses. Ou comme chez Proust aussi quand il parle du temps intérieur. Tout à fait, le pur temps incorporé. Oui, c'est tout à fait ça. Et j'aime beaucoup d'ailleurs Julia Kristeva quand vous lisez les grands textes, comme on entend nous aussi, du coup le lecteur entend différemment les textes, comme vous citez parfois des textes de Colette, qui sont de vraies réflexions sur alors qu'elle est légère, vagabonde dans sa phrase, sur le passé ou sur l'enfance, quand elle dit je vois mon enfant passé, c'est Sido, je crois. Et elle dit, c'est mon enfance qui me regarde à travers le visage d'un enfant. Et ça, c'est très beau de passer du mot enfant au terme enfance. Un enfant qui passe, c'est mon enfance qui me regarde. Tout à fait. Elle est dans cette perméabilité entre le dehors et le dedans qui lui donne quelque chose que j'ai appris à formuler chez elle, mais qui m'habitait aussi quand elle dit de manière un peu prétentieuse, mais en réalité c'est ce qu'elle ressent. Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces. Ou alors que quand elle répudie en quelque sorte l'amour, mais l'amour absolu, l'amour d'un couple idéalisé, etc. Elle dit l'amour, les plus grandes banalités de la vie se retirent de la mienne. Et à ce moment-là, on pense qu'elle va s'effondrer quand on est dans une logique justement de l'absolu. Dit sorti de là, tout est gai, varié, nombreux. Donc cette espèce de fluidité cosmique, j'appelle moi la chair du monde, où elle est présente à Kiki la doucette et Toby le chien, ou aux hirondelles ou aux petites fleurs, cette espèce de coprésence à l'être, ben ça la rend complètement invulnérable. Ceci non sans avoir traversé des douleurs et des mélancolies dans sa vie, mais je vous ai parlé déjà que j'étais au moins 2 fois morte sous le communisme et en quittant la Bulgarie.
et j'essaye de maintenir une deuxième, sinon une troisième vie. Et vous gardez quand même aussi des couleurs, des odeurs de la Bulgarie, des moments colorés. Moi, je pense. On peut trier en fait. On peut trier. Je garde vraiment surtout des souvenirs sensoriels de la mer Noire, par exemple, qui est une mer fermée mais qui a de vagues énormes, moins grandes que celles de l'océan, mais que je retrouve surtout dans mon fantasme d'être européenne. Entre les deux bords de la mer Noire et l'Atlantique, c'est cette espèce d'eau qui porte l'Europe me parle. Ou encore un autre exemple que j'ai évoqué dans l'introduction de mon livre sur Colette qui pense son écriture comme un alphabet du monde. Moi, j'étais très formée par la présence de l'alphabet dans l'être humain, comme structurant l'individu, parce que la Bulgarie est le seul pays au monde qui célèbre une fête de la culture, et c'est la fête de l'alphabet des deux saints, Cyril et Méthode, qui au IXe siècle ont inventé l'alphabet slave. Et nous manifestions, les enfants, et toutes les professions culturelles, nous manifestions en arborant une lettre de l'alphabet. Et donc, moi, j'étais chaque année une lettre de l'alphabet. Et cette espèce de vivre l'alphabet dans son corps, ça s'imprègne quelque part. Oui, c'est l'alphabet incorporé, en fait. L'alphabet incorporé. Et tout ça, le 24 mai, c'est un moment où on portait des pivoines, des roses. Donc, il y a un petit vent ocre, comme ça, que j'assimile à Byzance, ou ce qui en reste aujourd'hui. C'est un pays post-grec extrêmement multiple. Il y avait aussi, bien sûr, les croisades, mais également une sorte de multiculturalité, comme on dirait aujourd'hui. Donc, tout ça est extrêmement vivant en moi, c'est vrai. Mais je le revendique pas comme une origine, je suis très diversité culturelle, oui. En fait. Européenne, c'est aussi beau. Oui. Ça, oui. Oui. Quand je me souviens à France Culture, quand vous aviez votre chronique, la dernière chronique était justement dédiée à Vernon, je me souviens, et vous aviez parlé de Europe, la déesse Europe. Mais écoutez, on vit maintenant une période où cette pauvre Grèce est maltraitée, mais je crois qu'on ne valorise pas assez tout cet héritage culturel européen qui est constitué par la mythologie et la philosophie grecque. Et Vernon était un de ceux qui nous ont beaucoup appris sur la mythologie en particulier. Le courant juif et biblique et le courant chrétien. Et tout cela nous constitue, en tout cas moi ça me constitue, je pense que c'est une richesse que nous, Européens, n'avons pas suffisamment de fierté pour d'abord affirmer comme mémoire et ensuite pour revaloriser en le transvaluant, comme le disait Nietzsche. Et je pense justement que la psychanalyse est un des lieux où cette transvaluation se fait. Mais il y en a sans doute d'autres. Donc, il nous manque une fierté d'Européens. Et le mythe d'Europe que Vernon avait décortiqué avec cette déesse qui est à la fois menacée, mais qui est une grande voyageuse et qui est tout à fait dans l'esprit de ce qu'essaye de faire l'Europe aujourd'hui, qui a des choses à dire au monde. Donc, Europe, à condition qu'elle puisse entendre les autres, leur parler là où ils ont besoin de nous, sans faire de l'impérialisme. L'Europe est le seul endroit au monde où l'identité n'est pas un culte, mais un objet d'interrogation. Pourquoi ? Parce que déjà le Dieu juif a dit « je suis celui qui suis, celui qui est », il ne donne pas de définition, il laisse ouvert toutes les interprétations. Dans le christianisme, vous avez la même phrase qui est reprise par Jésus, et vous avez chez saint Augustin ces définitions dans lesquelles je me reconnais, à savoir in via in patria, une seule patrie, le voyage. Donc tout ça va jusqu'à évidemment Goethe, jusqu'à Nietzsche si on veut, jusqu'à Proust, Sainte Thérèse, Joyce, cette culture multiforme où l'identité est une question. Nulle part au monde nous n'avons ça. Partout, les identités deviennent des cultes. Et des cultes sont faits pour se battre les uns contre les autres. L'Europe, et je regrette que le débat, pour des raisons que nous connaissons, sur l'identité n'a pas pu se développer, pour montrer que nous sommes en train de donner au monde
cette notion de la culture et des identités comme des interrogations. Faudrait pas dire je voyage, mais je me voyage. Voilà, c'est ce que une de mes héroïnes qui s'appelle Stéphanie Delacour, ce voyage, elle s'exprime comme moi dans ma jeunesse où j'employais des néologismes, elle dit je me voyage. Et le clocher d'Ars en Ré nous regarde, penser, parler, converser. Oui. Ah oui, c'est un endroit magnifique. En effet, nous n'avons pas le coucher de soleil qui entoure le clocher. On a beaucoup de grisailles ce matin, mais dans cette grisaille se découpe ce clocher qui est une pointe, qui est peinte en noir et qu'on appelle un amer. Ça veut dire que c'est l'équivalent du phare pour les marins. Quand vous êtes en mer, cet amer découpe un repère et les marins peuvent se guider pour aller à un moment donné de la journée où il n'y a pas de lumière, mais ce trait noir leur indique une destination. C'est d'une grande élégance. C'est une pointe très très élancée, très fine. Et cette couleur noire dans le ciel gris, c'est un côté dessin chinois, je trouve. C'est très au niveau des traits, sans insistance, avec beaucoup comme si c'était fait au pinceau. Merci beaucoup, Julia Kristeva, pour ces moments dans cet endroit. Philippe Solers disait que c'était bienvenue au paradis, et c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les oiseaux, les bruits très discrets. C'est une grande sérénité, en effet. Si c'est un paradis très, très calme, très atténué, pas tape à l'œil du tout, pas exubérant, mais qui se laisse déchiffrer, qui vous invite à trouver du sens. Moi, quand je suis arrivée la première fois en 66, ce qui m'avait beaucoup séduite, c'était surtout la tombée de la nuit, ou avant la tombée de la nuit, le coucher de soleil. L'exubérance est là, avec des couleurs inimaginables, des mauves, des indigos, des violets, des rouges, des framboises, des pêches, des sables, des roses, des jaunes, des dorés, des bleus, des gris, des perles. Enfin, c'est vraiment une espèce de cascade de palettes impressionnistes et au-delà, même baroque par moments. C'est un mélange de je sais pas moi, de Véronèse, de Tiepolo et de Titien et de Picasso en passant par Manet, Monet. Enfin, c'est inimaginable. Et donc à partir de là, même quand cette espèce de couleur laiteuse comme ça et perlée que nous voyons maintenant, vous la voyez vibrer, tout devient extrêmement différencié en nuances et en même temps une grande paix. Et c'est peut-être ça le paradis en fait. On n'a pas besoin de trop d'explosion et de visibilité spectaculaire. On n'est pas dans l'écran. C'est pas de la surenchère visuelle. C'est vraiment hors du monde. Voilà. C'est un monde hors du monde. Comme il y a hors temps, c'est du hors monde pour être non pas dans la mondanité, mais dans une présence infinie. Mais c'est extrêmement invitant à rester en soi-même. Ça sollicite l'intériorité et en même temps une intériorité qui ne se cache pas, mais qui peut flotter sur la peau de l'eau. Et donc c'est l'eau qui donne cette impression qui est une profondeur devenue apparente, visible sans qu'il y ait du spectacle, mais à déchiffrer et à se baigner. For
Voilà, c'est la fin de ce premier temps de 24 heures dans la vie 2. Nous étions avec Julia Kristeva à l'île de Ré. Merci à vous, Julia. Je rappelle quelques titres de vos livres. Thérèse, mon amour, c'est paru aux éditions Fayard. Et en folio essai, on peut trouver les 3 volets du génie, le génie féminin, Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette, ainsi que Proust et l'expérience littéraire, le temps sensible. 24 heures dans la vie 2, Colette Fellous, Vincent Deck à la réalisation. Bon après-midi à tous. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 31 juillet 2010.